cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant champion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors encore aujourd'hui, nous allons accueillir un nouveau biathlète pour faire le bilan de sa saison. Donc après Océane Michelon, donc nous allons accueillir un biathlète qui a concouru une grande partie de l'hiver sur la Coupe du Monde. Il a même été du côté de Pékin pour les Jeux Olympiques. C'est Eric Perrault qui est avec nous. Salut Eric. Salut. Tu vas bien ? Tout bien, très bien. Là, je suis en vacances actuellement, donc c'est un plaisir de pouvoir revenir un peu sur la saison. Ouais, tu profites du soleil là. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Ok. Donc merci Eric, ça commence. Eric d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. On t'avait déjà eu donc avant le début de l'hiver, et donc on trouvait ça très sympa, de finalement faire le bilan de ce que on avait parlé avant cette hiver olympique, et donc de revenir sur ça, quelques mois après. Donc merci. Et donc pour revenir avec moi, je suis accompagné de celui qui ne fait pas la chasse aux œufs, mais la chasse aux statistiques. C'est Eric. Ouais, je chasse les stats, ouais. Bon, vous allez bien? Ouais, nickel. Bon, t'étais pas là alors la première fois, mais tu es très content d'être avec Eric, j'imagine. T'arrêtes pas d'en parler. Ah bah oui. Oui. Je suis de très près les courses d'Eric, puis j'ai eu la chance du coup de te croiser au Grand Bornand et puis à Oslo, donc c'est un plaisir d'enfin être sur le podcast avec toi. C'est super. Ok, et alors pour le programme de ce podcast, on va revenir donc en grande partie sur ta saison, qui s'est faite, comme je l'ai dit en intro, sur la Coupe du Monde. Il y a aussi eu un passage à Pékin. Alors certes, tu n'as pas couru, mais tu es quand même allé aux Jeux Olympiques, donc on va quand même y revenir un peu dessus, et on va sur cette fin d'hiver avec les Championnats de France, et aussi une petite info aussi qui est sortie récemment sur le circuit estival qui va voir le jour. On va aussi demander ton avis sur ce que t'en penses. Bon, Eric et Henrik, vous êtes prêts ? Tout prêt. Parfait, ça va. Ok, c'est parti. Jingle. Donc Eric, la saison s'est terminée il y a 2 semaines environ, au Championnat de France de Prémanon au TUF. Content quand même que la saison soit terminée, pas trop fatigué ? Oui, non, super content que ça se termine. C'est vrai que j'étais resté un peu sur ma faim au milieu de saison. Je me suis dit, purée, ça se rapproche déjà. Alors je me posais la question si j'aurais pas encore envie d'un peu plus de course à la fin. Puis finalement, non, la fatigue arrive un peu sur la fin de saison, donc j'étais bien content que ça se termine. Ouais, tu as fait une grosse saison, on va revenir, entre au début la course nationale à Bessan, puis à Hydreux en Unibi Cup, après tu as enchaîné avec la Coupe du Monde, un petit passage à Pékin, on va revenir, et aussi à la fin pleine d'émotions avec des retraités après Manon. C'était une grosse saison pour toi, et donc là c'est la fin de l'hiver. Je sais que t'es parti directement en Norvège là ces derniers jours, revoir du côté de ta famille, aussi de tes amis, et où t'as aussi préparé une compétition. Ça, exactement, là sur la fin de saison, du coup j'en ai profité pour revenir skier un petit peu, prendre encore quelques jours sur la neige, et puis voilà, préparer une petite course. Enfin, préparer c'est un grand mot, mais en tout cas participer à une course en Norvège avec un de mes idoles qui est Peter Northug. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de pouvoir prendre ce moment sur la neige, mais en dehors de la pression de la compétition. Ouais, donc c'était une course de fond, pour préciser, c'était pas du biathlon, c'était sur 20 km je crois. Oui, c'est ça, voilà. Ça ouais, donc un individuel en fait, mais sans carabine. Oui, c'est ça, en fait, c'était une master tous ensemble, et puis avec un peu plus ludique, avec quelques border cross, histoire de s'amuser un petit peu en course. Ouais. On va dire que le résultat n'était pas la priorité, c'était surtout le plaisir avant tout. Exactement. Ok. Bon, du coup, on va revenir sur cette saison, et Émeric, tu as une première question pour commencer.
Oui, donc on va aller un peu dans le sens chronologique de cet hiver. Donc tu as commencé donc aux côtés des autres représentants tricolores sur les courses de Bessan, où tu fais le doublé. Tu te sélectionnes donc, tu valides ta sélection pour l'eBay Cup. Et arrivé sur l'eBay Cup, donc vous saviez quand même qu'il y avait une place d'ouverte donc en équipe A pour aller sur le site d'Östersund. Comment as-tu abordé ce week-end de compétition à Hydre? Ouais, c'est vrai que j'ai attaqué cette saison donc sur l'IBU dans l'objectif de, avant tout, de continuer à progresser avec mon jeune âge. Et donc, bien sûr qu'on savait qu'il y avait une place sur la Coupe du Monde, mais au final, pour moi, c'était pas forcément un objectif à ce moment-là. L'objectif, c'était vraiment de Mhm. sortir de bonnes courses, de haut niveau. Et, et puis finalement, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. Il y a eu une place qui était libre, qui jouait plutôt entre Emilien, Claude et moi-même, hein. Donc j'ai réussi à se prendre cette place-là. Mais au final, j'ai envie de dire que c'était pas vraiment l'objectif du week-end. Vu que voilà, je m'étais mis aussi à l'esprit que je pouvais faire cette saison en IBU pour continuer à progresser et voilà, gravir les échelons un par un. Au final, ça allait un peu plus vite que prévu, donc j'ai pu prendre cette place en Coupe du Monde et évoluer là-bas cet hiver. Et donc, tu as réalisé un excellent premier week-end hein, en IBU Cup, hein, qui t'a permis donc de gagner ce 6e ticket, ce quota pour aller en Coupe du Monde le deuxième week-end à Östersund. Donc en fait, c'est un site. Tu es revenu en fait sur le même site où tu avais fait tes premiers pas en mars 2021. Oui, c'est ça. Est-ce que finalement ça t'a permis d'aborder plus facilement finalement cette deuxième sortie en Coupe du Monde pour toi, que tu connaissais déjà ce site en fait? Je pense que d'une part c'était un peu plus facile, bien sûr j'avais des points de repère un petit peu, donc je savais un petit peu comment ça allait se passer, mais d'un autre c'était pas aussi simple que ça parce que justement je restais sur ces pas mauvais souvenirs, mais c'est vrai qu'il y avait une course un petit peu ratée et du coup comment dire, de se retrouver au même endroit sur ces mêmes sensations-là la dernière fois, il a fallu que j'aille de l'avant pour essayer de tout de suite redresser la barre et de tout de suite mieux commencer ma saison en Coupe du Monde. Ouais, et donc t'as fait quand même donc directement quand même de belles performances hein, qui t'ont permis donc de rester sur la Coupe du Monde. D'ailleurs oui, tu as réussi à prendre part à la poursuite d'Östersund, hein, ce que tu n'avais pas réussi à faire justement. Voilà, tu en parlais hein, de déception hein, lors de ton premier week-end de Coupe du Monde. Là, tu as réussi à prendre part à cette poursuite. Puis tu es allé du côté d'Orfilsen et enfin bah tu es allé au Grand Mornan. Donc le dernier week-end de compétition de l'année hein, sur la Coupe du Monde en 2021. Bon, j'imagine que pour toi, c'était déjà incroyable de pouvoir évoluer devant ton public, le public français quoi. On t'avait posé la question entre Oslo et Grand Bornand la dernière fois, tu nous avais dit Grand Bornand parce que le fait de pouvoir évoluer devant son public, bon bah j'imagine quoi que ça a été quelque chose comme d'exceptionnel pour toi. Oui, ça c'est sûr, c'était vraiment magique. Alors c'est vrai que sur pour revenir depuis le début, c'est vrai que du coup de prendre la première poursuite, c'était un soulagement. C'est vrai que il y a toujours cette pression de la première course. Bon, ben allez, faut prendre la deuxième pour avoir une chance de continuer. Donc là, c'est bien goupillé. J'ai réussi à faire ça aussi à Orfilsen sur la suite, donc ce qui m'a donné l'opportunité d'aller au Grand Bornand. Et c'est vrai que ouais, de courir devant la maison, c'était vraiment courir à la maison, c'était vraiment magique. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de familles et surtout beaucoup de monde en général. Donc c'est vrai que d'avoir autant de monde, surtout que c'était à huis clos avant. Et puis moi, mes dernières compétitions, c'était pas en Coupe du Monde. Donc j'ai pas l'habitude du public dans tous les cas. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir juste même s'échauffer sur la piste avec autant de monde. Et c'était quand même un très bon moment. Même si voilà, au final le week-end c'est pas très bien passé au niveau des résultats. Mais l'expérience du Grand Bornand était magique, ça donne envie de revivre. Ouais, tu Mm. t'es pas trop mis de pression justement par rapport à ça ou t'as réussi quand même à profiter, même si, bon, oui, tu l'as dit, hein, ton week-end a été plutôt court, hein, tu as fait 68e du sprint, donc bon bah malheureusement tu n'as pas pu être qualifié pour la poursuite et bon tu n'as pas pris part à la Mastart, mais t'as quand même réussi à profiter de ce week-end de compétition. Oui, voilà, j'ai essayé de profiter au maximum. C'est vrai que c'est une grosse déception de pas prendre la poursuite. Déjà, des fois que c'est une déception de rater le sprint, même si je suis dans la poursuite. Donc là, c'est vrai que le résultat était vraiment en dedans de mes espérances, surtout devant le public, surtout des fois quand il y a de la famille ou des amis qui viennent que pour la poursuite. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile, mais bon, j'ai essayé de profiter au maximum du week-end parce que je sais que c'était quelque chose
de vraiment magique et je voulais profiter de chaque instant de ce moment-là. Puis je sais qu'il y aura d'autres opportunités pour faire mieux les prochaines fois. Ouais, ouais. Surtout qu'en plus à ce moment-là, tu sortais de déjà 3 week-ends de Coupe du Monde, plus t'enchaîner avec avant ça, donc on le disait tout à l'heure, les courses d'hydre. Ça devait être physiquement, c'était épuisant quand tu es arrivé, je pense, au Grand Bornand après tout ça. Oui, bien sûr, c'est vrai que la saison était longue. Le début de saison était long, pardon. À ce moment-là, c'est vrai que c'était ma 5e semaine avec Bessan, il me semble, à peu près. Ah oui, ouais, il y avait Bessan en plus. Donc ça faisait beaucoup de semaines d'enchaîner. J'ai pas l'habitude de ça, donc c'est vrai que c'est une nouvelle découverte. Après, je pense que les courses ont plutôt bien été gérées, donc j'avais quand même, je pense, assez d'énergie pour faire le Grand Bornand. J'étais tombé un tout petit peu malade aussi avant. En fait, ça faisait beaucoup de petites accumulations qui ont fait que c'était un peu plus compliqué que prévu, mais au final, voilà, je pense que ça c'est pas une vraie excuse. Au contraire, c'est juste un bon apprentissage et je sais maintenant comment m'y prendre pour les saisons prochaines. Puis je pense qu'en fait, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde à ce stade-là est fatigué. Donc, ouais. Donc, Après, oui, ça vient avec l'âge. Enfin, avec l'expérience, tu vas apprendre à mieux gérer les 3 week-ends de compétition qui s'enchaînent et puis ça va venir. Bien sûr, comme tu le dis, avec l'expérience. Hein. Le cours se renforce aussi. Il prend un peu l'habitude d'enchaîner plus de courses. Je pense que c'est bien que j'ai pu ressentir ça cette saison et puis ça donnera qu'un coup de pouce pour les prochaines saisons, ça c'est sûr. Donc tu étais quand même content de partir en vacances de Noël pour faire un peu de jus pour attaquer le mois de janvier. Alors le mois de janvier n'a pas démarré je pense comme tu le voulais avec le sprint d'Oberhof où tu termines 74e avec 4 fautes. Bon là c'est forcément une déception pour toi, j'imagine déjà de démarrer cette année 2022 comme ça. Oui, c'est sûr, c'est vrai que les vacances de Noël ont fait du bien. J'avais vraiment l'envie de revenir après la mauvaise course du Grand Bornand. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie sur ce début de saison et c'est vrai que ça s'est tout de suite mal passé à Oberhof. C'était des conditions un peu difficiles, une gestion peut-être pas au top et puis les premières courses c'est des fois un peu difficile de se remettre dedans. Moi je sais que j'ai besoin de plusieurs courses pour me mettre dedans. Donc c'est vrai que ça fait un début un peu dur des 3 semaines de janvier, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir recourir derrière à Ruhpolding. Je savais que c'était un peu une dernière chance parce que ça faisait déjà deux week-ends où je prenais pas la poursuite, donc c'était vraiment très limite. Mais voilà, ils m'ont offert cette opportunité-là et je les en remercie parce que ça m'a permis quand même d'avoir de nouvelles chances derrière pour mieux performer. Ouais, et ils ont bien fait, et ils ont bien fait de te laisser ta chance puisque tu as, je pense que, alors je le dis, mais peut-être tu dois peut-être le penser aussi que tu as sorti ta course référence de l'hiver à Ruhpolding sur le sprint. Oui, bien sûr. Tu termines 8e. Oui. Tu termines 8e avec un sans faute en plus. Je crois que c'est ton seul sans faute en plus de la saison sur les courses individuelles. Ouais. De la saison, donc 8e avec en plus un très bon temps de ski, le 26e. Tu réalises la course quoi en fait pour toi sur cette saison. Hein. C'est ça, c'est vrai que on va dire que c'est pas une course extraordinaire, c'est une course je pense à mon meilleur niveau. Mais c'est sûr que d'avoir réuni tous les éléments sur une même journée, ça tout de suite ça fonctionne et c'est ce que ça a montré. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, ce qui n'a pas forcément fonctionné. Et de réunir un très bon tir, le seul sans faute et puis un très bon temps de ski. Voilà, c'est vrai que de réunir les deux d'un jour, moi ça m'a vraiment fait du bien, au-delà vraiment de la 8e place qui était aussi vraiment top. Mais c'est vrai que de pouvoir faire une course pleine de A à Z, ça fait du bien, ça montre que c'est possible. Et surtout, ça montre que ça performe, donc ça fait du bien au moral. Et avant cette course, tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus, tu te sentais vraiment bien, qu'il y avait une de bonnes sensations? Oui, j'ai toujours senti qu'il y avait des bonnes sensations, mais même avant les autres courses, donc c'est vrai que je vois que ça n'a pas toujours payé. Mais c'est sûr que je savais que c'était une de mes dernières opportunités si je voulais continuer sur la Coupe du Monde, donc il fallait que je profite pour tout donner et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc je pense que j'avais rien bien plus ce jour-là que les autres, juste que j'ai réussi à mettre en place tout ce que je savais faire et ça a immédiatement marché. Donc ça fait du bien à ce stade-là de la saison de pouvoir sortir une course pleine pour me mettre un peu en confiance pour la suite. Je pense que j'en avais besoin. J'ai sorti des bonnes courses, mais rien de parfait entre guillemets ou rien de vraiment fini sur tous les points en même temps, donc j'avais besoin un petit peu de me montrer à moi-même que c'était possible. Et justement, donc en Allemagne aussi tu as connu une grande première
qui a été un peu... alors, nous, vis-à-vis, en tant que spectateur, on a vu ça un peu comme une récompense de ta très belle course sur le sprint. Et donc, tu as vécu ta première section sur un relais, donc 2 jours plus tard, à Ruhpolding, toujours. Oui, c'est ça. Enfin, comment t'as ressenti tout ça? Ça doit être fou de se dire à ton âge déjà prendre part à un relais, surtout d'une équipe telle que la France, quoi. C'est quelque chose. Ouais, c'était un super moment. Moi, c'est vrai que j'adore aussi le relais parce que c'est quelque chose de magique, puis surtout dans une équipe comme la nôtre qui est tellement forte. C'est vrai que courir Ouais. avec le numéro 1 et 2 mondial, bon, c'est quand même plutôt un bon atout. Donc non, j'étais super content la veille. C'est vrai que du coup, ils ont avec Simon qui se reposait, et puis vu que j'avais battu Antonin sur ces 2 semaines là entre Oberhof et Ruhpolding, c'est vrai qu'ils m'ont offert l'opportunité d'être dans le relais. Donc c'était une chance unique que j'étais vraiment ravi de pouvoir saisir. Ouais, ton premier relais, globalement, t'en penses quoi? T'as fait plutôt un bon relais, à ton niveau, en tout cas. C'est sûr que c'est pas forcément facile, voilà, de te plonger en plus, t'étais entre Emilien, Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, donc forcément, voilà, t'avais un rôle, entre les deux chefs d'équipe, bon, voilà, fallait tenir son rang, quoi. C'est ça, c'était pas un relais extraordinaire que j'ai fait ce jour-là. C'est vrai qu'en ski, je me suis fait un peu surprendre. C'était la première fois que je prenais part en relais et c'est vrai que ça va très vite. Je me suis fait un peu surprendre par cette vitesse et c'est vrai que ça m'a mis dans le rouge dès le début et j'ai vraiment subi tout mon relais, que ce soit au niveau du ski ou du tir. Donc c'était un relais un peu, pas catastrophe parce que j'ai limité la casse, mais on va dire que c'était quand même vraiment très limite. Donc avec je crois 4 pioches au total. Donc ça fait quand même Ouais, beaucoup de ouais. pioches, un temps de ski qui devait vraiment être moyen. Je me souviens avoir vraiment subi sur les skis. Donc c'est vrai que c'était un peu décevant parce que même si j'ai pas tourné, le relais très moyen, ça suffit pas et voilà. C'est vrai que c'était un peu de déception, mais j'ai pu prendre beaucoup d'expérience sur ces quelques minutes de course, donc au final ça c'est positif pour la suite. Ouais, donc, alors ensuite, tu as filé, du côté d'Antolz, hein, avec l'équipe de France. Alors tu fais 60e de l'individuel. Alors on vous a senti avec Paula, hein, vous êtes tous les deux jeunes, hein, que encore les efforts de 20 km, c'est encore peut-être un peu dur pour vous, au niveau de votre coffre, enfin de votre âge. Vous avez pas l'habitude encore de faire de si gros efforts, hein. Voilà, c'est ça. Moi je pense que c'est une question d'habitude. C'est vrai que c'était mon premier 20 bornes en tout cas en biathlon. C'est une question d'habitude et d'entraînement. Moi je me suis senti pendant la course pas du tout prêt à cet effort-là. Je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut s'entraîner, mieux s'entraîner, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse sur ces prochaines années. J'avais ni l'expérience de la gestion de cette course, ni l'entraînement je sentais. J'étais prêt pour les 10 bornes, donc je savais qu'en ski je pouvais me placer en tout cas dans le milieu de tableau, mais sur un 20 bornes j'étais pas prêt. En tout cas Ouais. je me sentais pas, T'as pas bien. encore l'expérience pour gérer. T'as pas Voilà, encore l'expérience pour gérer peut-être encore 20 km, ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, il y a la gestion. Je pense que je peux aller bien plus vite, mais que il faut un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'habitude pour pouvoir attaquer plus fort le 20 bornes. Là, au final, Ouais. j'ai vraiment pris une énorme tôle, hein, faut le dire, en ski. Et voilà, au final, je pense que c'est une bonne expérience, mais c'était un calvaire pendant la course. C'était vraiment très long. Bon, heureusement, j'ai tiré à peu près correct, euh, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de me reprendre une deuxième claque en tir non plus, mais voilà, ça a fait une course vraiment terrible. Mais voilà, ça fait partie des courses de Coupe du Monde. Il y en a eu des terribles et celle-là, elle en fait partie cette année. Mais je pense que Ouais. ça permet de me rendre compte que voilà, le 20 bornes, ça se travaille, ça se prépare et que j'ai encore beaucoup de boulot là-dessus. Alors, je sais pas si c'est la course dont je vais te parler, c'était une course terrible ou un vrai supplice pour toi, mais après, tu as pris part à ton deuxième relais. Alors, c'était un relais, donc à Antolz, hein, toujours, hein, un relais un peu renversant, hein, parce que, alors bon, on va laisser la Norvège de côté, hein, qui était très loin devant, hein. Mais alors, les gars derrière toi avaient fait un excellent boulot. Tu étais deuxième, hein, à ce moment-là. Tu t'es placé en dernier relayeur, donc déjà c'était un rôle quand même hyper important et crucial, hein, pour l'équipe déjà, faut le dire. Hein, pour ton âge, enfin c'est quelque chose que tu n'étais pas forcément habitué, surtout en Coupe du Monde. Tu nous sors un trois quarts d'un relais, enfin trois quarts de ton relais est génial, enfin exceptionnel, surtout monumental. Ton tir debout. Alors là c'est, alors je ne sais pas à qui comparer ça. Ouais voilà c'est ça, on se dit bon bah on va Lucas Radger et Edouard Latipov ils sont derrière. Ils vont plus revoir Eric Perrault.
Et là, tout d'un coup, la panne d'essence dans le dernier tour. Ouais. Il y a plus de jus là. Ça a été bon, maintenant on en rigole un petit peu parce que voilà, c'est passé. Et Bien j'imagine que sûr, pour bien toi sûr. maintenant tu te prends un peu plus avec philosophie. Mais j'imagine que pour toi c'est un vrai calvaire ce dernier tour. T'as jamais vu le bout quoi de ce dernier tour terrible. Ouais, c'est sûr, là, si on parle que du dernier tour, c'était un calvaire, faut le dire. C'était bien dur. C'est vrai que je ressors du Pas-de-Calais avec un peu d'avance, mais pas la totale confiance. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu coûté aussi. Ouais. Et puis après, ouais, dans la dernière bosse, j'ai complètement explosé d'un seul coup. Hein. Ça prend les jambes. Je sens que c'était un petit peu limite sur le tour, hein, mais tenait encore bon. Et voilà, à la fin, ça explosion totale. Et puis là, à partir de ce moment-là, voilà, c'est fini parce que il n'y a plus aucune énergie, il n'y a plus rien dans le corps. Je veux dire, j'aurais pu déchausser, je serais allé aussi vite, ça c'est sûr, parce que c'était vraiment, il n'y a plus aucune force en fait, c'est vraiment la catastrophe. Ouais, ouais. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai vu qu'ils étaient pas loin, j'ai essayé de tout donner pour arriver au moins à la ligne d'arrivée. Mais non, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas très drôle. Ouais. Mais bon. Et comment t'expliques justement cette défaillance? Alors dans les deux premiers tours, tu te sentais quand même plutôt bien ou tu sentais quand même que petit à petit, bon ça a commencé à monter dans les jambes ces douleurs. Non, je me sentais plutôt bien. Je me sentais plutôt bien. Après, c'est vrai on était en troisième semaine, on était en altitude. Pareil, l'altitude, c'est quelque chose que je trouve Ouais. qu'on n'avait pas beaucoup préparé. En tout cas, pour ma part, je me sentais pas prêt. Hein. C'est l'individuel, ça aussi. Mhm. Il y a aussi des raisons par rapport à ça, moi, je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que le corps était un peu fatigué. Et je pense que tout le long de la course, ça s'est plutôt bien passé. Et dans le dernier tour, voilà, il y a eu peut-être un petit Ouais. manque de confiance qui, à un moment donné, fait un petit déclic dans le corps aussi, qui rajoute peut-être un petit coup de fatigue. Et après, quand les muscles ils coupent, quand il y a tout qui s'arrête, il y a plus d'énergie. Et là, en fait, il y a plus rien qui fonctionne. Donc, Ouais, c'est plus possible de pousser après, ouais. non, voilà, c'est ça. En fait, là, c'était déjà. Mon but, c'est déjà d'atteindre la ligne d'arrivée parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment plus aucune énergie. Donc, Puis pas de se mettre mal non plus au risque de se faire mal, quoi, vraiment. ouais, De se blesser ou autre, ouais. ça, j'avoue qu'à ce moment-là, j'y pense pas trop. Moi, Ouais. je pense surtout à tenir le plus possible pour l'équipe. Voilà. Après, c'est vrai que je veux dire, je pense juste à atteindre la ligne d'arrivée pour tenir ce podium, pour tenir la deuxième place. Voilà. Après, je sais très bien Ouais. que quand j'ai explosé, j'avais aucune chance. Hein. Je veux dire, le corps quand il répond plus, quand il n'y a plus aucune énergie. On a beau être optimiste, on a beau tout ce qu'on veut, on sait très bien que l'énergie, bah, il en manque, il y en a plus. Donc voilà, je pense que même s'il m'aurait pas rattrapé au sommet de la bosse, il m'aurait rattrapé sur le plat parce que je pouvais vraiment plus rien pousser. Donc voilà, Ouais. il faut Mm. apprendre un peu sur cette gestion-là, apprendre un petit peu peut-être à se faire encore un peu plus confiance par rapport au plus costaud qu'il y avait derrière. Et puis voilà, je pense qu'après il y avait aussi un peu de fatigue qui rentre en jeu, ce qui fait que tout ça accumulé, ben ça fait une belle explosion. Bon, en tout cas, on a vu que tes coéquipiers t'en voulaient pas hein, après course. C'est Antonin hein, qui avait parlé. Bon bah que voilà, de toute façon que t'étais jeune, que t'apprenais toujours. Après, j'imagine que Bah pour oui, toi, oui, bon, oui. c'est peut-être pas sur le moment, à chaud, bon, c'était pas forcément une excuse. J'imagine que bon, t'étais forcément déçu. Premièrement pour l'équipe déjà, qui avait fait un super boulot avant. Bon après voilà, bon j'imagine qu'ils t'ont un peu réconforté et même que voilà Antonin t'a fait quelques blagues comme il sait faire je pense pour te remettre le Oui, moral à beau fixe. bien sûr. Après, c'est vrai qu'au final, cette course, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu dans ma carrière parce que c'est vrai que la veille, Ouais. quand on m'annonce d'être dernier relayeur, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et de pouvoir être dernier relayeur pour l'équipe de France Bon, en on te fait Coupe du confiance Monde. en fait, hein, c'est ça, hein. On te fait Comment? confiance, on te dit, en fait, on te dit qu'on te fait confiance finalement de te mettre en dernier Ça, relayeur. c'est Hein. sûr. Non, à ce moment-là, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai que c'était une des plus belles choses qu'on pouvait m'annoncer. Être dernier relayeur pour la France en Coupe du Monde, c'est magique. Moi, Ouais. j'étais vraiment comme un fou. C'est un rêve qui s'accomplit, hein, honnêtement. Hein. Donc, pendant la course, j'ai vraiment adoré courir. C'est vrai que c'était un moment extraordinaire de pouvoir jouer devant. Jouer devant pour toute l'équipe qui regarde, c'est quand même un truc de fou. Donc, j'ai vraiment profité de chaque instant. Donc, c'était une magnifique course. Voilà, c'est vrai que c'est dommage parce hormis bah, ce dernier kilomètre où ben j'ai explosé complètement, c'était une course de rêve et c'est vrai que c'est un peu triste parce que ça aurait pu vraiment être
une des plus belles courses que j'avais fait, en tout cas au niveau émotion et au niveau du plaisir que j'ai pris pendant la course. Mais bon, c'est vrai que vu qu'il y a ce dernier kilomètre, le fait d'être en dehors du podium pour l'équipe de France, il y a un peu de responsabilité et du coup, ça plombe forcément un peu le moral par rapport à ce qui était une course magnifique. Donc voilà, c'est un peu les deux, hein. En même temps, mon plus beau moment de la saison et un moment peut-être un des pires. Donc Un très bel apprentissage dans tous les cas. voilà, exactement, c'est ça. Ça fait C'est ce qu'il faut retenir. beaucoup de choses à retenir sur cette course. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est positif. Je sais pas ce que t'en penses, Émeric, mais moi, je serais pour qu'on enlève le dernier tour des relais. Tu vois, directement, on fait le quart debout et hop, la ligne est arrivée, tu vois. Ça pourrait être pas mal, non? Je pense que Ouais. la fois où ça m'arrange, c'était cette saison, mais Ouais. ça quand même ça a pas de pouvoir. Ouais. Non, mais tu sais, on pourrait faire un joker, tu vois. Chaque équipe a un joker et décide quand elle veut un tour en moins, tu vois. Là, ça aurait été très dur. Ah bah là, c'est sûr, hein, ça aurait été pas mal. Non, mais en tout cas, c'était un relais, je pense, oui, t'as beaucoup appris. Ou même nous, tu vois, d'aller à la télé avec Émeric, on a beaucoup souffert aussi sur le dernier tour. J'imagine. Oui. C'était terrible, hein. On était comme des fous après le tir debout. On allait sortir le champagne et là, on a vu la panne de jambes dans la côte. Ah mince, bon, non. bah, on va le remettre au frais. Ça Mais- fait mal à du monde. Non. Ouais, mais bon. Non, mais après, voilà, c'est l'apprentissage et bon, t'es bien Il y a les jeunes encore, l'apprentissage, voilà. oui. On sait que, voilà. C'est une Il y en aura bien d'autres des relais. il y en aura Oui, d'autres oui. des relais, oui, on n'en doute pas, on n'en doute pas. Donc après donc ce week-end dur physiquement en Tols, la sélection des Jeux Olympiques est tombée. Et là, Eric, tu étais dedans, tu es dans les 6. Et là, j'ai envie de revenir sur ce qu'on avait dit, je sais pas si tu te rappelles, lors du premier podcast. Je m'en rappelle. Alors Je m'en j'étais avec Marine, d'ailleurs on salue Marine. On t'avait demandé est-ce qu'une place de remplaçant te conviendrait et tu nous avais dit alors je crois que t'avais pas hésité tu nous avais dit Oui. non parce que j'ai envie de courir et d'être remplaçant bah, forcément on ne court pas. C'est ça. Alors moi j'ai envie de te demander alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ce changement, est-ce que t'as, entre guillemets t'es obligé d'y aller, est-ce qu'il y a eu un changement de réflexion pour toi comment il s'est fait ce changement de pensée entre ces quelques mois? Alors, j'ai pas forcément beaucoup changé ma façon de penser. C'est vrai que mon avis qui est en début de saison, j'ai toujours un petit peu gardé. C'est vrai que j'ai toujours aimé courir et toujours favorisé les courses. Mais voilà, on est une équipe et j'ai aussi pris conseil sur ce que l'équipe me conseillait. Parce que je pense que c'est important de fonctionner en groupe et voilà, j'ai été dans le groupe en tout cas sur tout ce début de saison. On me demande d'être dans la continuité du groupe, donc déjà, c'était aussi important, je pense, de suivre le groupe pour continuer à apprendre dans le groupe. Et puis voilà, j'ai fait confiance aux entraîneurs, aux sélectionneurs qui m'ont conseillé d'y aller pour l'expérience, voilà, et qui m'ont dit que c'était quelque chose d'important aussi pour la suite, pour apprendre dans 4 ans. Donc voilà, il y avait beaucoup d'apprentissage à en tirer de ces jeux. Ouais. Et puis aussi le fait que ça soit dans la continuité du groupe, ça aussi c'est important. Le fait de rester avec les cinq de l'équipe A, et puis ensuite du coup ça voulait aussi dire pour la suite, pour pouvoir ensuite aller à Contiolati et pour pouvoir ensuite finir la saison, même si ça avait rien d'assuré bien sûr à ce moment-là, mais ça permettait de faire une continuité. Donc même si c'était peut-être pas forcément mon premier choix de base du début de saison, qui aurait été plutôt de courir et potentiellement du coup les mondiaux juniors, parce que je pense que ça aurait été aussi un très bel apprentissage. Ça, j'en doute Ouais, pas. tu en parlais en tant qu'objectif en plus la saison dernière. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas dans le podcast que t'avais fait avec Romain. Ouais. C'est ça, je pense que c'était peut-être l'objectif de la saison. Et j'aurais aimé courir, ça c'est sûr, mais je pense que avec le contexte qu'il y a eu, donc c'est-à-dire l'intégration dans l'équipe, le fait qu'on m'a donné confiance, qu'on m'a permis de courir des relais, qu'on m'a permis aussi de courir pas mal de courses. Donc voilà, on m'a proposé et offert l'opportunité d'avoir cette continuité dans le groupe, ce que je pense aussi qui est très intéressant. Et voilà aussi le fait que les JO, même si j'ai pas pu courir, ça restait un grand événement où j'avais beaucoup à apprendre. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que il y avait beaucoup de solutions différentes, beaucoup d'apprentissages différents. J'ai écouté l'équipe et j'ai suivi leurs conseils. Donc voilà,
je suis bien resté dans cette sélection et j'ai profité des moments que j'ai eu au jeu. Ouais, et finalement, vous avez quand même couru parce qu'on a vu que vous aviez fait des courses quand même de remplaçants avec, quand on avait vu, il y avait Eric Lesser qui avait gagné la Master, je crois. C'est ça. C'est quelque chose. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, on savait en allant là-bas qu'on allait quand même faire deux, trois courses, en tout cas toujours des chronos non officiels, histoire de continuer à s'entraîner. Hein. C'est vrai que c'est un défi quand même de rester entraîné pendant 5 semaines au milieu de saison. Mais Ouais. voilà, on a pu profiter avec Anto. C'est vrai que c'était bien qu'on soit deux. Donc on a pu profiter des quelques courses de sélection, on a pu profiter aussi de toute l'expérience olympique à côté. Et puis surtout, on a pu profiter de toutes les médailles qui nous ont été offertes par les meilleurs devant. Donc non, ça c'est resté quand même des excellents jeux, ça c'est sûr. Ouais, bah justement, comment finalement donc t'as vécu cette quinzaine olympique? T'as pas finalement pas de regret d'être allé sur place? T'as quand même senti que bon, il y avait des choses à apprendre sur place et à apprendre pour l'avenir, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais. J'aime pas avoir de regrets dans tous les cas, donc j'en tirerai toujours le positif. Et puis dans tous les cas, je vois pas où je pourrais en trouver parce que je pense que cette expérience-là était très intéressante. J'ai pu côtoyer les meilleurs dans le plus grand événement du monde. J'ai pu voir à quoi ça ressemblait de jouer devant pour eux. J'ai pu aussi profiter de tout ce que c'est qu'une Olympiade sans avoir la pression de courir. C'est vrai que j'espère dans ma carrière ne plus avoir ce poste-là, donc potentiellement je pourrais plus voir les choses de la même façon. Donc ça m'a aussi permis de profiter de plein d'extras qui sont peut-être plus compliqués quand on est là pour courir et pour courir pour les médailles. Donc non, j'ai pris les jeux avec comment Du bon côté, ouais. voilà, du bon côté, en essayant de profiter un maximum de tout ce que je pourrais peut-être plus profiter ensuite, et aussi pour voir tout ce que je peux en tirer pour les années futures, et puis spécialement dans 4 ans, parce que voilà, dans 4 ans, c'est un énorme objectif, peut-être un des plus gros de ma carrière, et j'ai pu en tirer plein de petits détails ou de gros détails pour pouvoir me préparer au mieux, et puis sûrement vivre au mieux les prochains jeux. Et heureusement que aussi peut-être que Antonin Guigona était là aussi. Pourquoi avec toi? Bien sûr. Le temps aurait peut-être paru un peu plus long quand même parce que j'imagine que il y a quand même un peu d'ennui sur cette quinzaine quand on court pas hein, forcément. Hein, surtout que avec le huis clos, vous aviez des zones enfin limitées où vous pouvez pas aller. Enfin, c'était la quinzaine devait être quand même à force un peu longue pour vous. Et ben finalement, j'avoue qu'elle était pas si longue. Parce qu'au Ok. final, on avait beaucoup d'entraînement. Voilà, on s'est beaucoup entraîné pour la suite avec Anto. Donc, nos journées étaient vraiment remplies déjà beaucoup par l'entraînement. Puis en plus de ça, on a pris le temps d'aller voir les courses, de faire un peu des extras à côté. Donc au final, les journées étaient très longues. Il y avait beaucoup de choses à faire et honnêtement, pas beaucoup d'ennuis. Alors bien sûr, un peu de répétition parce qu'au final, on prend toujours les mêmes bus pour le même site, les mêmes horaires. Ou voilà, donc ça se répète un petit peu. Mais par contre, l'ennui, non, pas vraiment parce que voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer avec Anto, mais ouais, c'est vrai qu'heureusement qu'on était deux. Ça nous a quand même permis Ouais. l'un et l'autre de s'occuper, d'avoir voilà toujours quelqu'un sur qui compter, et puis faire les choses à deux, c'est quand même beaucoup plus amusant que les faire tout seul. Ah oui, ouais. Surtout Ouais. avec quelqu'un comme Anto qui est assez créatif, on Ouais. a toujours deux trois choses à faire. Donc non, c'était vraiment génial. On a bien pu le voir en plus sur ses vidéos là qu'il a mis sur YouTube, c'était top. Hein. Ouais. C'est ça, Oui. ouais. Vous êtes bien occupé. On s'est bien occupé, on a toujours trouvé des petites choses à faire. Lui a réussi à filmer pas mal ce qu'il pouvait, même si voilà, il y avait quand même quelques restrictions. Mais voilà, on a réussi à bien gérer ce côté-là, donc ça reste une bonne expérience, je pense, pour tous les deux. Ouais, globalement, ouais, une bonne expérience pour toi. Ces Jeux Olympiques et oui, de pouvoir en plus suivre les superbes performances des Français, notamment de Quentin Fillon-Maillet, voilà, qui a réalisé une razzia. Alors on va revenir un peu après hein, sur même l'ensemble de la saison de Quentin, mais forcément quand tu vois ton coéquipier avec qui tu es quasiment toute l'année, là, enfin tout l'hiver, faire une telle razzia, voler sur être sur le toit de l'Olympe, forcément, ça doit être incroyable pour toi de vivre ça. Je veux dire d'extérieur, mais même de l'intérieur, hein, on peut dire. Hein. C'est ça. Fou. Hein. Non, c'est magique ce qu'il fait. C'est vrai que ça, à un moment, on se demande même si c'est pas un peu banal. C'est vrai que des fois, à chaque fois on allait à la course, à chaque fois il faisait un podium, quoi, il faisait une médaille. Donc c'était se dire, purée, mais c'est un moment exceptionnel et en même temps il se répétait tous les jours. Donc ça devenait une banalité là-bas. Du coup, c'est vrai que c'était assez fou et c'est inspirant. En même temps, c'est effrayant parce que de se dire, purée, ben il réussit aussi bien, ça paraît logique. Tout le monde s'habitue à ça et au final, c'est pas forcément comme ça que ça se passe hein, quand on
on regarde dans le temps, il y a des Raphaël Poiré qui ont jamais réussi à avoir l'or olympique. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, Quentin, il faisait ça un jour sur deux. C'est vrai que c'était un petit peu, c'est un petit peu spécial sur le coup. C'est vrai que c'était magique et en même temps, ça devenait assez régulier, donc c'était un peu déroutant. Ouais. Mm. Donc, ouais. Mais donc très inspirant, en tout ouais. cas. Forcément, ouais, pour toi, oui. T'as encore de belles années devant toi. Et ouais, du coup, bon, alors les Jeux Olympiques se sont terminés. Donc, d'ailleurs, t'es rentré 1 ou 2 jours plus tôt, je crois, que les A, enfin, en tout cas, les A, ceux qui avaient couru, hein, les Ouais. titulaires, ouais. C'est ça, rentrer un peu plus tôt parce que dans tous les cas, je pouvais pas courir les Mastart et au moins, ça me permettait de rentrer un peu à la maison avant de repartir. Ok. Et donc, après, tu as quand même fait le dernier bloc de Coupe du Monde, hein, à commencer par Conchelarty. On a senti quand même que c'était un peu dur physiquement pour toi cette dernière partie de saison. Oui, c'est ça, c'était pas à la hauteur de mes attentes. C'est vrai que pendant ces 5 semaines là des Jeux et quelques semaines à la maison, je me suis beaucoup entraîné, beaucoup préparé pour augmenter mon niveau, essayer de franchir un cap. Et au final, je suis pas arrivé avec la fraîcheur attendue. Les résultats encore moins. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, un peu dur. Je pensais quand même pouvoir augmenter mon niveau, aller chercher des courses un peu de meilleure performance pour aller jouer devant. Au final, ça n'a pas trop été le cas, donc c'était un petit peu décevant, un petit peu frustrant, mais voilà, ça montre que la saison est longue, qu'il y a toujours des nouvelles contraintes et que le biathlon, bah, Mm. c'est jamais aussi linéaire et facile qu'on le pense. Donc je pense que c'était C'est encore plein une de fois surprises. c'est ça, c'est toujours plein de surprises et je pense que c'était encore une fois un énorme apprentissage. Mais mais c'était encore une fois voilà quelque chose de difficile à digérer, de pas réussir à être meilleur qu'en début de saison, surtout que chaque saison j'ai l'habitude d'être meilleur en fin de saison et cette fois-ci ça c'était pas le cas. Donc c'était un peu ouais c'était un peu frustrant et c'était dur à expliquer sur le coup. Donc et ouais c'était pas facile de finir ce bloc sur toujours ces 40e places environ, voire un peu plus. Mm. Mais c'est bizarre parce que du coup c'est le premier podcast, je l'ai réécouté là juste avant qu'on enregistre celui-ci. C'était un petit peu prémonitoire parce que tu disais si je vais au JO, je vais arriver peut-être un peu plus crevé sur la fin de saison, ça risque d'être compliqué à enchaîner. Puis finalement, toi c'est ce que un peu tu nous dis, ce que tu as ressenti, donc C'est c'était vrai, peut-être une après, c'est vrai vision que du futur un peu, ouais. ça, je sais pas, mais je m'étais bien préparé pour justement revenir plus frais que les autres et peut-être un peu mieux entraîné parce qu'au final, quand on fait des courses, on s'entraîne pas beaucoup. Là, vu Mhm. qu'on faisait pas de course, on a pu bien s'entraîner. Je parle avec Anto, hein, mais au final, je parle pour moi. Que, du coup, voilà, j'ai pas pu m'entraîner. Enfin, si, pardon, j'ai pu bien m'entraîner, mais ça a pas aussi bien fonctionné que prévu. Donc, c'était un peu une Ouais. surprise au début, du coup, parce que je m'attendais quand même à ce que ça réponde mieux. Mais voilà, avec un peu de recul, c'est sûr que je pense que c'est une fatigue qui s'accumule au fur et à mesure de la saison et qu'au final, même les 5 semaines là qui sont passées sans course, même si je n'ai pas couru, il y a eu de la fatigue parce que voilà, il y a beaucoup d'intensité dans l'entraînement, surtout beaucoup d'intensité au niveau de l'implication pour toujours vouloir aller chercher des nouvelles choses, chercher mieux. Et je pense qu'au final, c'est une fatigue qui se paye en fin de saison. Donc, c'est des choses qui ne se voient pas trop à chaud pendant la saison. Je pense qu'avec un peu de recul là en fin de saison, je peux dire que Plus voilà, c'est facile à sûrement analyser. Ouais. un peu, voilà, un peu de fatigue qui s'accumule au final et qui coûte un peu cette fraîcheur que j'attendais en fin de saison. Mais voilà, Mm. encore une fois, c'est un apprentissage. Mm. D'accord, ouais, ouais. Et puis, du coup, bon, on en parlait tout à l'heure, donc tu as couru au Grand Bornand, donc à domicile. Et sur cette fin de saison, donc, puisqu'on en parle, tu arrives à Oslo, et contrairement à la plupart des autres biathlètes, tu as la chance de courir, qu'on peut le dire, 2 fois à domicile, puisque Oslo, c'est ta deuxième patrie, quoi. La Ça, Norvège. c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'était un plaisir d'aller courir à Oslo. C'était ma première fois parce que je devais courir quand j'étais plus petit, mais au final, ça a été reporté sur un autre site. Donc, je me souviens encore de la déception que j'avais eue à ce moment-là de Ouais. pas pouvoir courir Holmenkollen. Mais voilà, j'ai enfin pu courir Holmenkollen. C'était un site magique et encore une fois, ouais, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Donc, voilà, j'étais vraiment super heureux de pouvoir courir là-bas. J'ai eu chaud, j'ai failli faire la même qu'au Grand Bourg, hein, de pas prendre la poursuite et de se voir un peu tous les amis qui étaient venus pour la poursuite. Bon, je l'ai échappé belle, Ouais, mais 60e, hein. Ça a tenu, jusqu'à la fin, on tremblait, dans la tribune, là. c'est c'était pas un week-end grandiose en termes de résultats, mais voilà, en tout cas, encore une fois, c'était une très belle expérience.
et de pouvoir courir devant beaucoup d'amis et de famille là-haut, c'était un vrai plaisir. Ouais. En plus, c'était le grand beau à Oslo. Hein. C'est ça. Peut-être que les conditions de vie, c'était peut-être pas terrible. La neige, c'est un peu de la neige de printemps, non Oui, ça c'est sûr. Non, il y a plein de choses qui font que c'est dur. Hein. C'est la fin de saison, donc la fatigue est souvent à son sommet. Il y a la neige qui brassait un petit peu, les conditions assez lentes. Donc voilà, c'est pas facile, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Alors il y a pas vraiment d'excuses. Ouais, donc c'est sur ce beau week-end à Oslo donc que tu as mis un terme à ta saison. C'est la saison internationale. Quel finalement le bilan que tu fais de cet hiver plutôt bon, j'imagine, d'avoir pu courir quasiment sur l'ensemble de l'hiver en Coupe du Monde. Oui, c'est ça, enrichissant, je pense que c'est le mot. Je pense que il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans tous les cas. Parce qu'au final, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe régionale, de faire 40e, c'est jamais 100% satisfaisant parce qu'au final, c'est milieu de tableau, fin de tableau, c'est pas vraiment joué devant. Donc c'est vrai que ça laisse toujours un peu sur la fin. Et j'ai pas réussi tout au long de la saison de revenir me placer régulièrement devant. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette frustration, mais en fait, il y a eu tellement de scénarios différents, tellement de courses différentes, d'expériences différentes qu'au final, à la fin de la saison, on peut en tirer avec un énorme bagage pour la suite. Et au final, je pense que c'est ce qui compte, même s'il y a eu beaucoup de frustration cette saison de pas avoir réussi à concrétiser toutes les chances que j'ai eues. Je pense que le bagage est énorme pour la suite et je vais avoir tout un été, tout un automne pour m'en servir, pour déjà revenir plus fort la saison prochaine. Et puis même à long terme, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me servir. Mais en attendant, prends du repos, Eric. Hein, c'est les vacances, tranquille. Ouais, c'est ça. Voilà, au soleil. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, je décompresse bien. Je pense à autre chose. Bah oui, faut bien, oui. Parce que sinon. C'est important, bien sûr. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai une dernière question, peut-être un petit peu sérieuse, on va dire. C'est au niveau de ton tir. Tu as tiré cet hiver à un peu plus de 82% de réussite en moyenne. On voit qu'au tir couché, t'as un petit peu baissé, contrairement au tir debout, tu as gagné quelques pourcentages. Le changement d'entraîneur, en fait, du coup, d'être entraîné donc cette année par l'encadrement de l'équipe A, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as changé tes manières de t'entraîner? Quel bilan tu en fais en gros? Alors, j'ai pas été entraîné par l'équipe A cette année, j'étais en équipe B. Hein. J'ai bien été entraîné par l'équipe B toute l'année. Il y a eu seulement cet hiver où j'ai été encadré du coup par l'équipe A. Oui, au fil de la saison, je veux dire. Ouais. Donc j'ai pu connaître du coup 2 encadrements nouveaux, hein, parce qu'au final l'équipe B c'était ma première année. Donc j'ai pu pendant toute la période estivale m'entraîner avec les entraîneurs de l'équipe B et puis ensuite pendant toute la saison hivernale avec les entraîneurs de l'équipe A. Donc au final j'ai connu 2 nouveaux encadrements. Et moi je pense que il n'y a pas quelque chose où j'ai rénové tout avec un entraîneur où ça m'a. Par contre, c'est encore une fois de nouveaux avis, de nouveaux conseils, de nouveaux petits détails, de nouvelles expériences. Et du coup, encore une fois, comme au vu de la saison, hein, c'est juste encore plein de nouveaux référentiels, plein de nouvelles expériences qui m'ont permis de grossir un petit peu mon expérience globale, mes façons de tirer, des petits détails à droite à gauche. Donc il n'y a pas de révolution, mais par contre, il y a encore plein de nouveaux détails qui s'ajoutent. Et au final, ça fait beaucoup de nouvelles choses qui arrivent cette année. Et je pense que c'est un petit peu déstabilisant au début parce qu'il y a tellement de nouvelles choses en fait qu'au bout d'un moment, on sait plus où les trier. Ouais. Mais voilà, le temps va servir un petit peu à ça pour que le corps digère, l'esprit aussi arrive à cadrer un petit peu toutes les nouveautés qui arrivent. Donc au final, d'avoir connu plusieurs entraîneurs différents, ça m'a permis encore une fois d'augmenter un peu mon référentiel. Et D'accord. On peut imaginer, alors ce n'est pas encore sorti, hein, mais que tu es que Patrick Favre. Alors s'il continue, hein, je sais pas encore s'il continue encore avec les A la saison prochaine, mais on peut s'imaginer que tu es que Patrick Favre dès cet été. Eric, j'imagine que pour toi, tu as envie directement d'être dans le groupe A. Pour aborder la saison prochaine. Pour aborder la saison prochaine.
Alors, il y a deux choses qui sont sûres, c'est que d'une part, c'est très confidentiel ce qui se passe pour la saison prochaine. De deux, c'est Ah, que même moi, j'en mince, sais mal rien. par ici. Même Ah, moi, d'accord. j'en sais rien. C'est dans tous les cas, parce qu'au final, pour Ouais, l'instant, c'est des décisions qui se passent à la Fédé. Nous, ouais. on est vraiment au courant de rien par rapport à ça, parce que ben, voilà, eux, ils doivent gérer qui veut rester, qui veut partir, les budgets, qu'est-ce qui est possible de faire. Toi, Et tu puis veux les rester, Eric, critères hein, quand même. Hein. ministériels en plus. Tu veux rester, Eric, hein, du Rire sur Douvres. Hein. Ah, je sais pas, j'hésite encore. Ah, Tu remplis pour une saison. Non, non, je remplis pour une saison. Au moins une, je pense. Non, non, pas d'inquiétude, mais c'est plus par rapport au staff, par rapport aux entraîneurs. ouais. En fait, il y a tellement de décisions pour l'instant qui sont vagues, et donc nous, on n'en sait rien. Mais c'est sûr que moi, ça serait extraordinaire si je peux aller en A. C'est vrai qu'aller m'entraîner avec les meilleurs du monde, c'est la meilleure chose que je puisse faire. On a un super groupe, une super dynamique. Et, euh, et voilà, je pense que de pouvoir intégrer des jeunes, je parle avec Emilien Claude, hein, on est plutôt de jeunes un peu qui avons pu monter en Coupe du Monde cette année. Je pense que voilà, on a une très bonne dynamique avec lui, avec Emilien, et je pense que si on arrive à continuer sur cette dynamique en allant avec les A et en allant avec les meilleurs mondiaux, je pense que ça va continuer à nous pousser. Ouais. On a une super rivalité, je pense que c'est ce qui nous a poussé cette année au final. C'est vrai qu'on s'est entraîné ensemble toute la saison. On a malheureusement évolué sur deux circuits différents, donc je pense que, enfin voilà, faudra, ça vous verrez avec lui, mais c'est une expérience aussi différente de son côté, qui lui a fait quasi toute la saison en IBU. Mais au final, Oui. c'est une rivalité parce que on était tous Toi, les tu deux pas savais loin. qu'il fallait pas, oui, se rater parce que sinon, lui, vu qu'il performait, il pouvait Voilà, c'est un peu ça. potentiellement. C'est un peu ça. Au final, moi j'étais un C'est peu une limite en Coupe confrontation du à Monde. distance, quoi. C'est ça, voilà, moi j'étais sur la limite basse Coupe du Monde, lui la limite haute en IBU. Donc on savait très bien qu'on pouvait interchanger rapidement. Donc je pense que c'était une rivalité qui était super intéressante. Déjà tout l'été sur l'entraînement, puis là tout l'hiver en course. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à se pousser parce que voilà, c'est ce qui fait un peu la dynamique de l'équipe de France, c'est des rivalités comme ça. Et je pense qu'en A, il y en a beaucoup. Donc si on peut s'intégrer à toutes ces rivalités de l'équipe de France A, je pense que ça va faire un super groupe avec une super dynamique. Ok, ouais. Et bah justement, l'équipe A, il y en a un du coup qui ne va plus en faire partie la saison prochaine, c'est Simon. C'est Donc ça. tu l'as côtoyé là pendant une grande partie de l'hiver. Quelle image tu retiens Simon Détieux, on précise hein, pour les gens qui n'ont pas Oui. compris. Hein. Et parce que Simon Fourcade est déjà plus là depuis un petit moment. Oui. L'annonce, vous l'avez eu un petit peu plus tôt aussi, je suppose, hein, de sa retraite. Je t'avoue que non. On a été Même très pas. Enfin, moi, j'ai été très surpris parce que D'accord. pendant la saison, au final, des fois, on se pose un peu des questions. Donc, tout le monde sait que moi, je vais pas arrêter, mais c'est vrai que les plus âgés du groupe, ils se posent des questions entre eux. Voilà, est-ce qu'il y en a qui arrêtent? Est-ce qu'il y en a qui continuent? Alors, des mecs comme Quentin, on sait très bien qu'ils vont continuer encore plus longtemps que tout le monde. Ouais. Mais voilà, des Anto, des Simon, et puis tout le monde disait qu'ils continuaient. Donc c'est vrai de l'apprendre à Oslo au final sur cette dernière Coupe du Monde. Déjà, j'ai trouvé super pour Simon parce que ça permettait aussi lui de ne pas avoir besoin de s'expliquer à tout le monde avant. C'est bien qu'il n'ait pas eu Ouais. besoin de se prendre la tête avec ça. Il nous l'a dit à la fin de saison et j'ai trouvé ça super. Et voilà, c'est vrai que ça m'a un peu surpris et c'est toujours un peu spécial de voir quelqu'un partir. C'est la première fois que je suis dans l'équipe et c'est la première fois que je vois quelqu'un partir. Donc, Ouais. donc c'est Ah, tu sais, Plein de je te prépare, premières dès la première saison. Ouais. Eric, je te prépare, tu vas en voir beaucoup partir là. Hein. C'est parti pour que tu en vois beaucoup. Là. Si tu restes comme ça là, dans cette dynamique là. c'est sûr qu'en étant dans l'équipe plusieurs années, il y a des chances de voir partir beaucoup de monde. Non, mais Ouais. Simon, c'était quelqu'un de super. Moi, j'ai adoré Ouais. être avec lui, en tout cas, une petite partie. J'ai pu m'entraîner un petit peu cet été avec lui, parce j'ai pu être intégré un tout petit peu au A sur certains stages. Puis surtout tout l'hiver, voilà, c'est quelqu'un de vraiment génial, une super belle personne et un super bon biathlète. Donc, non, j'étais ravi de pouvoir évoluer avec lui cette saison. Et voilà, ça fait partie des personnes qui m'auront inspiré, qui m'auront donné 2-3 conseils et qui m'auront aidé à me construire sur cette année. Et voilà, ça fait partie des années importantes dans la construction. Donc, je sais que je vais garder beaucoup de ces choses-là pour la suite, oui. Ouais. Et alors, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, hein, mais avec aussi un autre biathlète avec qui tu as évolué cet hiver, hein, l'homme qui est sorti du lot hein, cette saison. Je parle évidemment de Quentin Fillon-Maillet. Comment t'as vécu cette incroyable
saison de sa part, toi. Ça devait être, évidemment, voilà, t'as ta saison, t'as ta carrière, mais bon, tu l'as dit, hein, tu viens d'arriver dans le groupe, tu es jeune, forcément, alors, je sais pas si les mots sont justes, mais tu dois avoir un peu les yeux qui pétillent en voyant un athlète au sommet de son art comme ça, qui transforme tout en or, quoi, même en cristal, hein, même on peut dire maintenant sur certains d'hiver, ça doit être quand même exceptionnel de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Oui, ça c'est exceptionnel. C'est vrai que Quentin, il a été énorme. Il s'est beaucoup entraîné ces dernières années pour ça et j'ai pu suivre ça de plus ou moins près, mais ça se sentait qu'il voulait vraiment ça. Cette année, Ouais. il a trouvé pile poil la bonne recette et voilà, encore une fois, c'est comme au jeu en fait. Début de saison peut-être un petit peu moins, mais fin de saison, c'était course sur course, victoire sur victoire ou en tout cas podium. C'était juste exceptionnel. En fait, on est une équipe tous ensemble. Même si j'étais pas intégré au A en début de saison, je me sentais une part de l'équipe. Je trouve que pour l'équipe, ça fait toujours du bien d'avoir des leaders, d'avoir des mecs qui gagnent. Il y en a besoin. Quand moi je sortais une mauvaise course, ça me faisait toujours plaisir de voir que ceux de devant avaient performé. Ça fait vivre l'équipe et en fait, ça permet qu'il n'y ait pas une ambiance plombée pour tout le monde. Donc, je pense que c'est important des personnes comme ça dans une équipe, des leaders et en fait, on en a plein. Donc, c'est ça qui est super. Parce que des mecs comme Emilien et puis même des mecs comme Simon qui ont peut-être moins le tempérament d'un leader, mais qui, en tout cas sur les skis, l'est tout autant. Et en fait, il y a tellement de monde qui sont bons dans l'équipe que c'est super parce que ça crée une super dynamique. Et Quentin aujourd'hui, sur cette saison, c'était lui le numéro 1. Donc forcément, il lance une énorme dynamique derrière et en tout cas, moi, je me sentais vraiment dans cette vague-là et ça permet quand même d'enchaîner les courses, d'avoir la bonne humeur, d'avoir un super esprit d'équipe. Et puis, je pense que ça permet, mine de rien, d'être un petit peu dans l'inspiration. Donc, dans l'inspiration et ça pousse vers le haut quand même. Ouais, et on en parlait aussi sur les bilans. Ça permet aussi peut-être à vous, hein, les jeunes, hein, à toi Eric, à Paula ou Emilien aussi, qu'on vous mette peut-être aussi un peu moins la pression, justement, qu'on est un peu plus focalisé sur les médias, sont plus focalisés sur les leaders qui portent plus l'équipe. Donc ça vous permet de faire votre travail, votre expérience petit à petit. Vous construire plus sereinement. Vous construire plus sereinement. Je sais pas si tu vois ça comme ça, Eric, mais Ouais, ça c'est sûr. J'avoue que moi comme ça, c'est pas que je m'en rends pas compte, mais je ne sais pas comment ça aurait été si ça aurait été différemment. Ça paraît naturel dans le groupe. En fait, il y a tellement de leaders devant que derrière, on a beaucoup de place au niveau visibilité. On est tranquille, on a beaucoup moins de médias, on a beaucoup moins de tout ça. Donc, c'est vrai que ça permet de se focaliser sur les bonnes choses. Après, je pense que dans les deux cas, c'est un apprentissage aussi. Hein. Les médias et la gestion de tout ça, c'est un apprentissage important qui va arriver peut-être plus tard. C'est vrai que de voir Quentin qui enchaînait après sa course le podium, ensuite le dopage, ensuite tous les médias du côté France, Les interviews, ouais. toutes les interviews, l'après-course, c'est long hein, et tous les jours. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir ça sans avoir besoin de le vivre vraiment. ouais. Ça donne un petit aperçu de comment c'est d'être numéro 1 mondial et ça permet aussi de se préparer un petit peu petit à petit, d'être un peu plus progressif. Parce que voilà, on a des journées qui s'enchaînent, des journées qui sont déjà longues. Lui, c'est encore autre chose, tout devant. Donc, ça permet d'avoir encore un petit, d'être encore un peu progressif dans l'intensité des journées, dans la charge globale d'une saison. Parce que lui, c'est encore une charge qui est vraiment beaucoup plus élevée. Hein, donc, je pense que c'est un apprentissage qui est intéressant. Nous, ça nous permet quand même de voir à quoi ça ressemble, mais sans avoir besoin de vivre. Donc c'est sûr que c'est quand même un bonus pour nous. Ok. On a encore deux questions, Eric. Alors une dont très cruciale à la fin, tu verras, ça va être, on a posé à Océane et ça a été une question très très dure. Tu verras. Moi j'aurais parlé en introduction sur une question d'actualité. Je sais pas si tu as vu ça, mais l'IBU a officialisé pour l'année prochaine la création d'un circuit estival. Alors il y a les championnats du monde d'été, en plus avec le Blink Festival de Saint-Denis et le Martin Fourcade Nordic Festival. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce circuit estival? Parce qu'on sait que pour vous une préparation, c'est super long, hein, c'est 6-7 mois environ.
6-7 mois. Est-ce que pour toi c'est une bonne idée justement de faire une compétition estivale, un circuit durant cette préparation justement? En fait, moi je trouve ça génial parce que ça existe déjà en fait. Les courses elles existent déjà. Moi le Bling Festival c'est une des courses que je préfère dans l'année. En tout cas dans la préparation j'y vais tout le temps parce que c'est de là où vient ma famille. Hein, c'est vraiment cet endroit-là. Donc j'y suis très régulièrement et moi ça me fait plaisir de venir. Il y a toujours existé aussi, le Martin c'est un peu moins récent, mais il y a toujours eu des biathlons l'été en fait, que ce soit en Allemagne, que ce soit là un peu plus récemment en France. Il y a toujours eu les championnats du monde aussi. Donc c'est vrai que je trouve ça super que l'IBU veuille les aider et veuille renforcer un petit peu ce circuit-là. Après, je pense que ça sera pas un circuit comme l'hiver. Il y aura pas forcément peut-être pas de classement général. Il y aura pas vraiment quelque chose de. Ça peut être un gros circuit, mais par contre, c'est encore flou un peu, Ça permet juste de regrouper un petit peu tous ces biathlons d'été, les mettre sous le nom d'IBU aussi, peut-être aider au niveau financement pour qu'ils arrivent mieux à se développer et pour qu'ils continuent dans le temps. Moi, je trouve ça super parce que ça permet de mettre un petit peu de peps. Donc, le biathlon, aussi, au final, ça reste du show, ça reste quelque chose de très visuel. Donc, c'est super qu'on puisse aussi le faire en été, faire profiter à tout le monde. Donc, en ville, souvent, hein, le Bling, c'est en ville, le Martin, c'est en ville. En Allemagne, c'est en ville. Donc, c'est vrai que c'est des beaux événements et puis ça nous permet aussi de nous préparer et toujours de rester dans le côté ludique. Donc, moi, j'adore ces biathlons d'été et je trouve ça bien que l'IBU, les développe et aide un petit peu à ce qu'ils aient lieu. D'ailleurs, le City Biathlon de Wiesbaden en Allemagne n'aura pas lieu cet été. C'est à cause de différents programmes. Enfin, les coachs allemands, staff veulent faire souffler un peu plus leurs athlètes et vu que c'est surtout lié aux athlètes allemands, ce show en Allemagne, donc bien sûr, ça se comprend. Oui. Et surtout qu'il y a les mondiaux d'été à Ruhpolding cet été, donc forcément, et là ils vont y participer. Ouais, moi justement par rapport à ce show estival, enfin ce circuit estival qui arrive l'année prochaine, je trouve que c'est une bonne idée, surtout en vue des mondiaux d'été qui sont souvent délaissés par les grosses nations, la France, l'Italie, l'Allemagne d'ailleurs aussi, la Norvège. On retrouve souvent les pays de l'Est. Cet été, les pays de l'Est, ça sera un peu compliqué malheureusement. Et donc là déjà c'est en Allemagne, il y aura les Allemands, c'est déjà bien, et si ça peut en espérant retrouver la France du coup. Ouais, je sais pas, d'ailleurs est-ce que t'as une idée du planning de cet été déjà, Eric? Est-ce que tu pourras pas une petite échappée belle à Ruhpolding? Malheureusement j'ai aucune idée non plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui se décide suite au groupe, donc ça sera encore plus tard. Ouais. Mais voilà, je sais pas si tous les athlètes participeront à tout, et je ne pense pas parce que ça reste de la préparation, donc en général il y a des choix qui doivent être faits. Mais moi pour ma part, mon préféré ça reste le Bling, donc il y a toutes les chances que j'y sois. On a compris. Et après je sais pas, les autres c'est possible. Le Martin c'est en France, donc il y a grande chance aussi que beaucoup de Français y soient. Après c'est sur invitation. Je sais pas, les mondiaux, il me semble que la France n'y a pas souvent été, pour ne pas dire jamais. Enfin, je sais pas trop historiquement. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais c'est rarement un choix, et voilà, je sais pas si cette année ça rentrera dans le calendrier ou pas. Moi, je pense que les nations choisiront. Je pense pas qu'il y aura tous les athlètes partout, même si ça reste, comme ils ont dit, un circuit d'été. Même s'ils ont un petit peu officialisé tout ça, je pense pas que tout le monde sera présent partout. Mais peut-être qu'il y aura un petit peu plus de nations sur les différents événements. Mais voilà, je sais pas encore exactement quels choix sont faits, quels choix vont être faits. Donc on a encore le temps de voir. Ok. En tout cas, nous, Émeric, en tant que supporter, on ne serait pas contre. Ah oui, clairement pas. Moi, j'adorerais voir un vrai circuit aussi d'été, avec des vraies étapes. C'est clair. Puis malheureusement, vu notre climat qui se réchauffe de plus en plus, peut-être que d'ici 100, on sait pas combien d'années, on sera peut-être amené à faire uniquement sur du ski roue. Ouais. C'est ça, si le biathlon est encore en vie, ça sera peut-être un circuit d'été à l'année. Ouais, et ça passera aux Jeux Olympiques d'été après. Ça fait mal au faire de l'entendre, mais c'est sûr qu'on est en mauvaise voie pour l'instant. Voilà. Ah, en très mauvaise voie, ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Et Émeric, tu as une dernière question à poser à Eric, justement. Voilà. Ouais, question très très cruciale. Lors du précédent podcast, tu as eu 5 questions au choix faites par Marine, et il y en a une, je voudrais savoir, du coup, si ça n'a pas changé, est-ce que tu es toujours plus team fondu plutôt que tartiflette?
Aïe, 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 c'est un choix difficile. Oui, je pense que je n'ai toujours pas changé d'avis. Toujours pas changé? Ah. Toujours team fondu alors. Ouais, je pense, hein. Ok, parce que Océane a osé changer. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle, c'est entre la raclette mais- et la tartiflette. Elle est passée de la raclette donc à la tartiflette là. Donc Non, ouais, non, faut rester sur ses choix. ok. Ouais, Ah, c'est pas- c'est beau. Plus convaincant. Un convaincu fondu. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, bon, on va rester sur cette belle fondue avec Eric. Hein. Merci Eric, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi, hein, sur toi, sur ta saison, sur ta très belle saison. Bon bah là t'es en vacances, le programme, l'entraînement va reprendre en mai, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, ouais. on coupe un peu, puis reprise en mai. C'est ça, et normalement mi-mai on saura dans quelle équipe tu es, hein, soit en équipe A, soit en équipe B, voilà, ça, on saura dans C'est ça, dans quelques j'espère jours. également savoir au plus vite, et puis Bah oui, pouvoir connaître mon programme d'été. ouais, on espère qu'on se retrouvera. Ah, mais en tout cas, on est sûr de te retrouver au Blink Festival, ça on l'a compris. Ça, tu seras en Norvège. Ça, c'est c'est noté. Ouais, ça c'est en juillet, je crois, ou août, je sais plus trop, mais ouais, en tout cas c'est. Ouais, en général fin juillet ou début août. Souvent Ouais, début août. voilà, c'est un rendez-vous incontournable Ok. du biathlon C'est ça. cet été, et on te croisera sûrement, alors que tu sois sur les skis ou voilà, en tant que spectateur au Nordic Festival, voilà, on te reverra Oui, sûrement sur place. j'en doute pas. Ok, bon bah merci Émeric aussi, hein. Merci. Merci Eric. Hein. Ouais, c'était. Merci tout le monde. C'était formidable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre podcast. Si vous avez des questions à Eric, n'hésitez pas aussi à les poser. On lui transmettra. Hein. Je pense que il n'aura aucun souci à y répondre. Ça lui fera plaisir, je pense. Je pense qu'on accueillera aussi prochainement un nouvel invité, Émeric, encore, hein, qui vient peut-être des Jets. Peut-être, c'est j'en dis une pas possibilité. Ouais. Voilà, Ouais. quelqu'un qu'on a eu aussi sur Twitch, hein, donc quelqu'un on apprécie aussi à avoir souvent. Donc Ça on va fait se laisser beaucoup de là-dessus. Comment Eric Ça fait beaucoup de pistes, hein, DG, sur Twitch. Ouais, ça, là, on a essayé de beaux indices là, exactement. Des voilà. gros indices. Ouais. Voilà, voilà, si les gens veulent déjà taper le nom de la tête, voilà, ils veulent deviner, c'est avec plaisir. Bon, encore merci Eric, merci Émeric, et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut! Salut.